Belphégor par Arthur Burnett. Troisième partie, le fantôme noir. Chapitre 4, où on voit Chantecoq prouver qu'il est aussi fin psychologue qu'habile détective. Après avoir gagné la villa de Chantecoq et remercié Colette d'un serrement de main expressif, Jacques Bellegarde était remonté dans sa chambre. Assis devant sa table, la tête entre les mains, on nous dit que, condamné et vaincu par la fatalité, il n'en attendait plus que le coup suprême. Déjà loin, très loin du monde, il n'entendit pas ouvrir sa porte, et il ne vit pas Chantecoq. Et Colette, qui tous deux, arrêtés sur le seuil, le contemplaient, l'un avec une expression de sincère compassion, et l'autre avec toutes les apparences de la plus anxieuse tristesse. Le détective prononça quelques mots à l'oreille de sa fille, qui aussitôt sur la pointe des pieds se glissa derrière un paravent placé à gauche de la porte. Chantecoq s'avança vers Jacques et lui dit d'une voix à la fois grave et affectueuse. « Allons, mon ami, du courage. » Le reporter tressaillit, releva la tête. À la vue du grand limier, ses traits contractés se détendirent un peu, et d'une voix encore brisée, il murmura. « C'est affreux, n'est-ce pas ?» Le grand limier interrogeait. « Vous l'aimiez donc encore, cette femme ?»« Non, » répliquait Jacques, « je ne l'aimais pas. Je suis même sûr de ne l'avoir jamais aimée. Alors pourquoi ce grand désespoir ? Parce que j'ai la conviction que je suis cause de sa mort. » Chantecoq fit un signe de dénégation. Puis il ajouta avec cette fermeté d'accent qui rendait si convaincantes ses affirmations. « J'ai la certitude au contraire que vous n'êtes en rien responsable de ce douloureux événement. »« Ah, si vous pouviez me faire partager votre conviction, » s'écria Bellegarde, « de quel poids serais-je soulagé ?» Tout en s'asseyant en face du journaliste, le grand détective reprit. Étant retourné à l'hôtel d'Auteuil, tandis qu'on me faisait attendre dans son boudoir, j'ai appris au cours d'une conversation qui se tenait dans un salon entre mademoiselle Burgen et plusieurs de ses amis que mademoiselle Desroches faisait un grand abus de stupéfiants. « C'est vrai, » appuyait Jacques. « Il se peut donc fort bien, » développait le limier, « qu'à la suite non pas de votre rupture, mais de la venue du fantôme dans sa maison, afin de calmer la véritable terreur qui s'était emparée d'elle et dont j'ai pu constater les manifestations, mademoiselle Desroches ait absorbé une dose trop forte de l'une de ces drogues coutumières. C'est fort possible en effet, mais ce n'est pas certain. D'accord, mon cher ami, mais admettez cependant que mon hypothèse est des plus vraisemblables. Je l'admets. Parfait, je n'ai pas terminé. Tout à l'heure, Ménardier, qui s'était rendu à Auteuil pour vous arrêter, et auquel j'ai eu la satisfaction de jouer le bon tour que vous savez, a émis devant moi une autre hypothèse, et je ne suis pas éloigné d'être de son avis, que le décès de mademoiselle Desroches était des plus suspects. Et il a même ajouté, et là nous ne sommes plus d'accord, qu'il vous soupçonnait fort de l'avoir assassinée. « Moi » se révoltait Jacques. « Et dans quel dessein aurais-je accompli un crime si abominable ?» « C'est ce que je lui ai demandé, à ce cher Ménardier. Et que vous a-t-il répondu ?» Ménardier prétend qu'après avoir dérobé ou fait dérober vos lettres, et redoutant que mademoiselle Desroches ne donnât à la police certains détails qui n'eussent point manqué de favoriser votre arrestation, vous l'auriez supprimé à l'aide d'un poison subtil que vous auriez rapporté de l'un de vos voyages en Extrême-Orient. Et il a déclaré qu'il allait adresser à son supérieur hiérarchique un rapport concluant à la nécessité absolue d'une prompte autopsie de votre prétendue victime. Décidément, s'irritait le journaliste, ce Ménardier est la pire des brutes. Non, ripostait Chantecoq, ce n'est certes pas un génie, mais ce n'est pas un sot. J'ajouterais même que c'est un excellent garçon. En ce cas, pourquoi, malgré tout ce que vous lui avez dit à mon sujet, s'acharne-t-il ainsi après moi ? C'est très simple, Ménardier est, en ce moment, dans l'état d'esprit d'un médecin qui, après avoir commis une erreur de diagnostic, s'entêterait par amour-propre à traiter son client pour une maladie qu'il n'a pas. Laissons-le s'enterrer jusqu'à la garde. Cette nouvelle accusation dont il vous charge ne peut que nuire à ses intérêts et profiter aux nôtres. Comment cela ? Parce que la lumière ne peut plus tarder à se faire. Et lorsqu'on saura que, pour m'aider à la divulgation de la vérité, vous avez consenti à vous laisser charger de tous les crimes de Belphégor, et que moi, ainsi que je vous en ai donné ma parole d'honneur, j'aurai publiquement déclaré que sans votre héroïque silence et votre si courageuse attitude,
il m'eût été impossible de découvrir le vrai coupable, de quelle admiration, de quelle popularité serez-vous entouré? Ce sera pour vous mieux que la vogue et le succès, c'est-à-dire la célébrité et le triomphe, et pour ma part j'en serai profondément heureux. Rasséréné par les réconfortantes exhortations du grand détective, Bellegarde reprenait. Je ne saurais vous dire à quel point je suis touché de votre amitié, mais plus encore que tout le reste, je vous suis profondément reconnaissant de m'avoir permis d'espérer que je n'étais pour rien dans la mort de Simone. Ce n'est pas espérer. Ce qu'il faut dire, c'est « je suis sûr ». Alors selon vous, c'est Belphégor qui l'aurait empoisonné? Parbleu! Et par conséquent, dans l'intention d'augmenter les charges qu'il a déjà accumulées contre moi. C'est clair comme de l'eau de roche. Saisissant la main du détective, le reporter s'écria. « Ah, monsieur Chantecoq, si je ne vous avais pas rencontré sur ma route, j'étais perdu, car seul je n'aurais jamais pu me défendre contre de si diaboliques machinations. » Alors, s'écriait le grand limier, j'ai bien fait de laisser ce brave Gautrey vous introduire dans la salle des dieux barbares. Je ne saurais trop vous en prouver ma gratitude. Alors, plus d'arrière-pensée, plus de doute sur vous-même, plus de drame de conscience, lançait le roi des détectives. Non, puisque je vous sens près de moi, avec moi, scanda avec force le rédacteur du Petit Parisien. Puis il ajouta. Permettez-moi cependant une question. Je vous en prie. Si Belphégor, ainsi que vous tentez à le croire, a empoisonné cette malheureuse Simone, il faut qu'il ait eu des complices dans la maison. C'est tout à fait mon avis, et c'est la première chose que je vais chercher, dès que j'aurai appris du baron Papillon le nom de la personne à qui il a cédé les mémoires de Ruggieri. Et joyeusement Chantecoq s'écria. Vous voyez que tout va bien, très bien, admirablement bien. Avec de nombreux indices, j'ai débrouillé souvent des énigmes que d'autres avaient renoncé à résoudre. Car, voyez-vous, pour être bon détective, il faut être avant tout psychologue. Et vous l'êtes à un tel point, affirmait Jacques, qu'il doit être impossible de rien vous dissimuler. Avec un bon sourire, le grand limier reprenait. Il m'est arrivé en effet parfois de découvrir certains secrets. Il s'arrêta. Jacques, embarrassé, attendait. Tout en le regardant avec bonté, Chantecoq reprenait. Cette faculté que je dois à la nature m'a souvent permis d'éviter à ceux que j'interrogeais des aveux que leur timidité injustifiée les empêchait de me faire, et qu'il m'eût été infiniment agréable pourtant d'entendre de leur bouche. Monsieur Chantecoq, voulez-vous que je parle pour vous? Soit, allons-y. Avec un accent de bonhomie affectueuse et charmante, le grand détective poursuivit. C'est donc vous qui parlez. Je m'écoute, sourit Bellegarde, tout réconforté d'un grand rayonnement d'espérance. Le père de Colette scandait. Monsieur Chantecoq, j'aime mademoiselle votre fille. Jacques tressaillit. Ai-je été un bon devin? Interrogeait malicieusement le fin limier. Certes. Je vous avouerai franchement que je n'ai pas grand mérite, mais je n'ai pas fini. Et le détective fit. C'est toujours vous qui parlez. Non, monsieur Chantecoq, s'écria Jacques, en un juvénile élan. Cette fois c'est mon tour. Bravo. Et avec flamme, le jeune reporter déclarait. Oui, j'aime mademoiselle Colette, et j'ai l'honneur, monsieur Chantecoq, de vous demander sa main. Chantecoq, tout en l'enveloppant d'un regard de paternelle tendresse, répliquait. Je vous l'accorde, d'autant plus volontiers, mon cher ami, que ma fille, elle aussi, vous aime. Malgré... Le journaliste se tut. Il lui semblait que s'il eût prononcé le nom de la disparue, toute l'atmosphère de rêve apaisant et délicieux dans lequel il vivait depuis quelques instants allait brusquement se dissiper. Chantecoq reprenait. Lorsque ma fille vous a vu ce soir partir si brusquement, si imprudemment, elle a éprouvé, je vous l'avoue franchement, une vive peine, car elle a cru que vous étiez encore attaché, plus que vous ne le pensiez vous-même, à cette malheureuse dont je suis le premier à déplorer la triste fin. Mais dès à présent, j'en suis sûre, elle a compris que vous avez obéi uniquement au remords que vous causait la crainte d'avoir encouru une grave responsabilité dans la fin de cette pauvre femme, et que seul ce sentiment qui ne peut que vous honorer grandement vous a dicté votre gratitude. Donc aucun nuage ne peut s'élever entre vous deux, aucun mauvais souvenir ne viendra jamais embrumer le clair bonheur qui vous attend. Bientôt Belphégor sera démasqué, et un jour, un mutuel amour vous fera oublier les moments si douloureux que vous venez de traverser. « Oh, monsieur Chantecoq, s'écriait Jacques,
Je ne saurais vous dire à quel point vous me rendez heureux. Excusez-moi si, dans mon émotion, je ne trouve pas les mots qu'il faudrait. Les mots ne sont rien, mon cher enfant, affirmait Chantecoq. Seul le cœur compte. Et je crois connaître assez le vôtre pour être sûr qu'il est digne de battre à l'unisson de celui que vous avez su conquérir. Jacques, éperdu de joie, se jeta dans les bras du détective, qui l'étreignit, comme l'eût fait un père. Puis Chantecoq reprit gravement. En attendant, vous allez reprendre au plus vite votre personnage de Cantarelli, dans lequel vous vous êtes d'ailleurs montré si remarquable. C'est entendu, acceptait le reporter. Je vous consigne donc ici, reprenait le roi des détectives, mais formellement sous la garde de... Et d'un geste affectueux, il désigna Colette, qui depuis un instant déjà était sortie de sa cachette et adressait à son fiancé un sourire qui était tout amour. Jacques s'en fut vers elle. « Mademoiselle, fit-il, votre père vous dira ?»« Rien, répondit Colette, car j'ai tout entendu. »« Comment cela ? J'étais là, derrière le paravent. »« Pas possible. Je suis la fille d'un détective et vous êtes l'être le plus adorable, et vous serez la femme la plus adorée. » Leurs mains se joignirent, et ce fut le muet mais divin serment de ces deux âmes, désormais pour toujours unies dans la même foi, dans le même rêve. Chantecoq les contempla d'un regard attendri. Puis il murmura « Maintenant je suis tranquille, il ne sortira plus de la maison. » Belphégor par Arthur Berned. Troisième partie, Le fantôme noir. Chapitre 5, où l'on voit le bossu et l'homme à la salopette travailler une fois de plus pour Belphégor. Vers minuit, l'homme à la salopette descendait de moto devant la masure où nous avons vu s'enfermer l'homme de confiance du baron Papillon. Il s'en fut tout droit tirer le nœud d'une corde qui pendait à travers une étroite ouverture pratiquée au milieu de la porte. Le tintement d'une sonnette fêlée retentit à l'intérieur de la bicoque. Puis, ce fut presque aussitôt un bruit de ferraille retentissant, et lui s'entrebâilla, laissant apparaître la tête de Leuschner, qui, d'un simple signe, invita son complice à entrer. L'homme à la salopette, tout en tenant à la main sa moto, franchit le seuil, appuya sa machine contre la muraille, et tandis que le bossu replaçait la chaîne et poussait les verrous, il regarda autour de lui. Il se trouvait dans une sorte d'atelier de mécanicien, uniquement éclairé par une puissante lampe électrique, dont un abat-jour concentrait la lumière sur un établi qui supportait un compteur à gaz, et tout un attirail complet de pinces, de tenailles, d'écrous et de clés anglaises. Tout de suite, l'homme à la salopette reprenait. Il vient de se passer de graves événements. Quoi donc ? Jacques Bellegarde est vivant. C'est impossible, j'en suis sûre. Allons donc, je l'ai vu couler à pic dans l'Oise, et vous avez constaté aussi bien que moi qu'au bout de 5 minutes, il n'avait pas reparu à la surface. J'ignore comment il a pu se tirer d'affaire, mais aussi vrai que j'existe, et je n'ai pas eu la berlue, je l'ai vu, il y a 2 heures, pénétrer dans l'hôtel de Simone Desroches. Je n'ai fait ni une ni deux. J'ai vite couru chez un marchand de vin du voisinage et j'ai téléphoné à la police, près de laquelle je me suis fait passer pour un agent de service dans le quartier, que le gibier qu'elle recherchait se trouvait chez son ancien ami. Une demi-heure après, l'inspecteur Ménardier arrivait, en auto, avec 4 bourres, mais il était trop tard, Bellegarde les avait déjà mis. Le bossu mâchonna un juron de colère, puis il fit rageusement. Il faut absolument retrouver sa trace. C'est fait, répliquait l'homme à la salopette d'un air triomphant. Après avoir téléphoné à la police, je me suis empressé de regagner les abords de l'hôtel, et je me suis mis en observation. J'avais peur que Bellegarde ne quittât la maison avant l'arrivée de la rousse, mais ces messieurs de la préfecture ont vite fait. Moins de 20 minutes après mon coup de téléphone, ils rappliquaient en auto. J'ai attendu un bon moment. Pour moi, il n'y avait pas d'erreur. Ménardier et ses hommes avaient trouvé l'oiseau au nid. Sans doute était-il en train de le cuisiner, et comme j'avais hâte de vous rejoindre, je m'en fus chercher ma moto, que j'avais cachée sous un tas de broussailles dans le chemin des Lilas. Mais au moment où je débouchais dans cette ruelle, qu'est-ce que je vois ? Bellegarde, qui sautait dans une auto, arrêtée juste devant la petite porte du jardin, et je reconnais notre ami Chantecoq, qui, de la main, faisait signe au chauffeur de filer. La voiture a démarré aussitôt, et Chantecoq est rentré dans le jardin. Je suis resté là un moment,
caché dans l'ombre. Puis j'ai enfourché ma machine, et au lieu de chercher à rejoindre l'auto, j'ai filé droit, avenue des Ternes. Après avoir rangé ma moto le long du trottoir, j'ai guetté l'arrivée du véhicule, que j'avais dû certainement devancer, car j'avais marché à un train d'enfer. Je ne m'étais pas trompé dans mes prévisions. 5 minutes après, une auto franchissait la porte qui donne accès à l'allée de Verzy. La fille de Chantecoq était au volant. Près d'elle se trouvait Gautrey, le gardien du Louvre que Chantecoq a pris à son service. Et j'ai eu le temps de repérer Bellegarde, qui, dans l'intérieur de la voiture, semblait ne pas en mener bien large. Alors je suis venu vous prévenir tout de suite. Parfait, approuvé le bossu. Dois-je avertir de nouveau la police que Bellegarde se trouve chez Chantecoq ? Non, répliquait Leuchner. Et avec un accent sinistre, il martela. Nous avons mieux à faire. Puis d'un air mystérieux et menaçant, il ajouta. Demain soir, ils sauteront tous ensemble. Venez voir la petite surprise que je suis en train de leur ménager. Et, en se dirigeant vers l'établi, il s'empara d'une boîte métallique en forme de cube, et qui portait à chaque angle de sa face supérieure 4 petites têtes de vis, autour desquelles s'enroulaient des fils métalliques de 15 cm environ de longueur et reliés ensemble à leur sommet. Ceci, expliquait Leuchner, est une bombe de mon invention. Elle contient une charge d'explosifs capable de faire sauter une maison de 6 étages. Avec précaution, il prit la bombe et l'introduisit à l'intérieur du compteur à gaz. Puis il s'empara d'une petite pendulette en forme de réveil qu'il plaça près de la bombe, et il rejoignit l'extrémité du fil métallique à une autre vis placée sur le cadran du réveil, juste à l'endroit d'une aiguille fixée sur la 10e heure. L'homme à la salopette le regardait manipuler cet engin de destruction et de mort. Grâce à ce mécanisme d'horloge, déclarait Leuchner, la bombe éclatera au moment que j'ai fixé. Son complice observait. Encore faudra-t-il que Chantecoq soit chez lui. Tout en poursuivant sa besogne, le secrétaire du baron Papillon affirma. Il y sera. Et après avoir refermé le compteur, il s'écria. Demain soir, à 10 heures, poum. Monsieur Leuchner, s'écriait l'homme à la salopette, vous êtes l'as des as. Le lendemain, vers 4 heures de l'après-midi, Chantecoq, suivi de Jacques Bellegarde, de nouveau transformé en Cantarelli, sonnait à la porte de l'hôtel des Papillons. Le concierge s'en vint leur ouvrir assez rapidement, mais reconnaissant les 2 personnages qui s'étaient déjà présentés la veille, il prit aussitôt une mine renfrognée qui exprimait clairement « Encore vous ?» Chantecoq, nullement impressionné par ce peu favorable accueil, fit avec une courtoisie parfaite. « Monsieur le baron Papillon ?» Le portier répliquait. « Monsieur le baron et madame la baronne sont sortis. » Cependant, reprenait le détective, et prenant dans son portefeuille un pneu qu'il avait reçu dans la matinée, il le tendit au concierge tout en disant « Veuillez prendre connaissance de ceci. » Le cerbère s'empara du message et lut ce qui suit. « Monsieur le baron Papillon fait savoir à monsieur Chantecoq qu'il le recevra aujourd'hui, jeudi, vers 4 heures. » Ces lignes étaient suivies d'une signature absolument illisible. Le portier reprenait d'un air perplexe. C'est bien en effet l'écriture de monsieur le secrétaire. Sans doute monsieur le baron aura-t-il oublié qu'il vous avait donné rendez-vous, car je vous assure qu'il n'est pas là, pas plus que madame la baronne. Il y a 1 heure qu'ils sont partis en auto. Je ne sais même pas s'ils rentreront dîner. C'est incompréhensible, murmurait le détective. Que voulez-vous que j'y fasse ? Grommelait le concierge. Chantecoq voulut insister. Mais le portier lui coupa la parole, en proférant d'un air courroucé « Puisque je vous dis que monsieur le baron n'est pas là. » Et il referma la porte au nez des visiteurs. « C'est bizarre, dit le grand détective au reporter. En effet, ponctuait le faux Cantarelli. Mais le grand limier reprenait aussitôt. Ne nous frappons pas. Je vous garantis que dès demain, je verrai le baron Papillon. Et il faudra bien qu'il me dise d'où vient le grimoire. À la même heure, une voiture à bras traînée par l'homme à la salopette et poussée par le bossu, camouflé en vieil ouvrier plombier, s'arrêtait devant la villa de Chantecoq. L'homme à la salopette s'arrêtait à la porte. Aussitôt des aboiements de chiens s'élevaient, et Gautrey, fidèle et vigilant gardien, s'avançait et demandait aux arrivants à travers la grille de clôture. « Qu'est-ce que vous voulez, vous autres »
Lechner répliquait « Nous venons changer le compteur à gaz !» Et à travers les barreaux, il tendit à Godfrey un papier que le brave garçon lut avec la plus grande attention. Pandore et Vidocq, dans l'expectative, fixaient leurs yeux ardents sur Godfrey, attendant des ordres. Celui-ci, au bout d'un instant, rendit au bossu le papier qui reproduisait d'une façon rigoureusement exacte la formulaire ordinairement usitée en pareil cas. Puis il ajouta en ouvrant lui-même la porte. « C'est bon, vous pouvez entrer. » L'homme à la salopette retourna vers la voiture à bras, chargea le compteur sur son épaule et pénétra dans le jardin, suivi par le bossu, qui portait son sac à outils en bandoulière. Après avoir imposé silence à ses chiens qui commençaient à grogner d'une façon peu rassurante, Godfrey se dirigea vers la fenêtre du jardin, qui était ouverte et à travers laquelle on apercevait la silhouette opulente de Marie-Jeanne en train de préparer son dîner. « Marie-Jeanne, Marie-Jeanne !» appelait Godfrey. « Qu'est-ce qu'il y a ?» répliqua le cordon bleu, sans quitter son fourneau. « Viens un peu. Et mon bœuf Maude, viens, je te dis. » Marie-Jeanne, tout en bougonnant, rejoignit son mari. Celui-ci, tout en lui désignant l'homme à la salopette et le bossu, lui ordonna. « Ces hommes viennent pour changer le compteur. Conduis-les à la cave. Et mon bœuf ? Tu sais bien que je ne dois pas bouger d'ici. » Marie-Jeanne objectait. « Il y a une panne d'électricité. » « Eh bien, répliquait Godfrey, prends une lanterne. »« Il ne pouvait pas venir plus tôt ?» fit Marie-Jeanne en rentrant dans la maison. Un instant après, Marie-Jeanne reparaissait sur le seuil, son falot à la main. « Venez, fit-elle d'un ton autoritaire. Et puis, dépêchons. Je n'ai pas envie de laisser brûler mon bœuf Maude. Un bon morceau de viande que le boucher a tout exprès découpé pour moi. » Tous trois descendirent à la cave. Marie-Jeanne conduisit les deux hommes jusqu'au compteur, et pressée de retourner à son fourneau, elle fit « Je vous laisse, je vais m'occuper de mon dîner. » Et passant la lanterne au bossu, elle s'empressa de regagner l'escalier. L'homme à la salopette déposa le compteur à terre. Le bossu, tout en s'éclairant avec le falot, examina l'objet qu'il devait remplacer. Puis, rejoignant son compagnon, il lui dit « Au travail. » L'homme à la salopette remarquait. « Avec tout ça, la villa va être privée de gaz. »« Ah, ça !» fit Lechner en haussant les épaules. « Vous me prenez donc pour un enfant ? Je vais brancher la canalisation directement sur la conduite. Tant pis pour la compagnie du gaz, si elle y perd quelques mètres. Elle coûte assez cher à ses abonnés. » Et prenant dans son sac à outils une clé anglaise, il commença à déboulonner le compteur. Tandis que les complices de Belphégor se livraient à cette sinistre besogne, Chantecoq et Cantarelli rentraient dans la villa. Chantecoq, en traversant le jardin, lançait à Godfrey. « Rien de nouveau ? Non, monsieur. C'est-à-dire que si. »« Quoi donc ? Il y a des employés du gaz qui sont venus changer le compteur. Comme ils avaient leurs papiers en règle, je les ai laissés descendre à la cave avec Marie-Jeanne. »« Tu as bien fait. » Le détective et le journaliste rentrèrent dans la maison et se rendirent directement dans le studio où Colette était en train de feuilleter l'histoire du Louvre. À leur vue, elle se leva et s'enfuit vers eux. « Rien de nouveau ?» demanda-t-elle avec une expression de vif intérêt. Chantecoq répondit « Non, le baron Papillon n'était pas chez lui. » Et tout de suite, il se dirigea vers son bureau, au milieu duquel une enveloppe à son adresse, mais sans timbre, avait été déposée. Il la décacheta aussitôt. C'était une carte du baron Papillon, qui le prévenait qu'obligé de s'absenter tout l'après-midi pour une affaire imprévue, il prévenait M. Chantecoq qu'il passerait chez lui le même soir vers 10h. Chantecoq, le front soucieux, demanda à sa fille « Il y a longtemps qu'on a apporté cette lettre ?»« Une demi-heure environ. » Silencieusement, le détective passa la carte à Bellegarde, qui la lut à son tour. « De plus en plus bizarre, n'est-ce pas ?» lançait le grand limier. En effet. Chantecoq réfléchit un instant, puis il gagna la fenêtre et, l'ouvrant, il appela « Pierre ?» À ce moment, l'homme à la salopette, qui portait sur son dos le compteur qu'il venait de remplacer, et le bossu, son sac en bandoulière, traversaient le jardin et se dirigeaient vers la sortie. « Pierre !» répéta Chantecoq d'une voix vibrante, car le gardien occupé à ouvrir la porte aux deux faux gaziers n'avait pas entendu le premier appel du détective. Abandonnant les deux personnages qui s'empressèrent de gagner la rue et de déguerpir avec leur voiture à bras,
Godfrey accourut vers son patron, qui lui fit signe de le rejoindre dans le studio. Dès qu'il apparut, le détective, l'œil brillant, les narines dilatées, lui renouvela la question qu'il avait déjà posée à sa fille. « Qui a apporté cette lettre ?»« Je ne sais pas, monsieur, répliquait Godfrey. Je l'ai trouvée sous la porte. »« Vous étiez cependant dans le jardin ?»« Oui, monsieur. Avec les chiens ?»« Avec les chiens. »« Et comment se fait-il que vous n'ayez rien vu et qu'il n'ait pas aboyé ? Pour ce qui est de moi, monsieur, comme je faisais les 100 pas, afin de me dégourdir les jambes, il est possible, il est même certain, que le type qui a apporté cela aura glissé cette lettre pendant que j'avais le dos tourné. Quant aux chiens, ils ont fait leur métier, ils ont hurlé, c'est ce qui m'a fait me retourner, et c'est alors que j'ai vu l'enveloppe. Les chiens étaient déjà à la porte, debout contre la grille. J'ai regardé au dehors, il n'y avait personne. Alors j'ai pris la lettre et je l'ai remise à Marie-Jeanne, qui a dû la déposer sur le bureau de monsieur. « Bien, » fit Chantecoq, en appuyant sur le bouton d'une sonnerie électrique. Colette allait l'interroger, mais d'un geste bref, son père lui imposa silence. Marie-Jeanne venait d'apparaître. Tout de suite, le détective lui demandait « C'est vous qui avez accompagné à la cave les hommes qui venaient changer le compteur ?»« Oui, monsieur. Vous êtes resté avec eux ?»« Rien qu'un petit moment. Je suis remonté à cause de mon bœuf-monde qui était sur le feu. » Chantecoq fronça les sourcils. La bonne madame Godfrey reprenait. « J'ai cru que je pouvais le faire sans inconvénient. Les employés du gaz sont des gens très bien. » Le détective répliquait d'un air grave. « Oui, quand ce sont des employés du gaz. » Marie-Jeanne, pressentant qu'elle avait fait une lourde gaffe, et peut-être pire encore, baissa le nez. « Allons voir cela, » décidait le détective d'un air résolu. Et il ajouta « Vous, Pierre, reprenez votre faction, et vous, Marie-Jeanne, accompagnez-moi, car j'aurai sans doute des questions à vous poser, et il faut que vous soyez là pour me répondre. » « L'électricité est revenue, » déclarait la commère, navrée à l'idée d'être de nouveau arrachée à ses fourneaux. « Cela ne fait rien, » posait Chantecoq, sur un ton qui n'admettait pas de réplique. « Et mon bœuf ? Il cuira sans vous, mais il cuira trop. Eh bien, nous mangerons moins. » Quelques secondes après, Chantecoq, sa fille, le reporter et la cuisinière pénétraient dans la cave. Le détective tourna un commutateur. Une clarté se répandit, très suffisante pour permettre au limier de procéder à ses investigations. Celui-ci se dirigea tout droit vers le compteur, contre lequel il appuya son oreille, et dans un profond silence il écouta. Le très léger tic-tac du réveil parvint à son oreille. Il écouta encore, puis se tourna vers Jacques, Colette et Marie-Jeanne. Il scanda froidement. « Il y a une bombe là-dedans. »« Une bombe ?» répéta Marie-Jeanne, effrayée, et elle se laissa tomber sur une caisse à savon qui s'effondra sous son poids. Tandis que le reporter l'aidait à se relever, Chantecoq, avec ce merveilleux sang-froid qui ne l'abandonnait jamais, même au cours des situations les plus périlleuses, dit à sa fille « Va vite me chercher la boîte B qui se trouve dans mon laboratoire, dans le tiroir de l'armoire numéro 3. » La jeune fille obéit aussitôt. « Mon Dieu, se lamentait Marie-Jeanne. Pourvu que nous ne sautions pas pendant ce temps-là. » Ne dites donc pas de bêtises, proférait Chantecoq. Cette bombe, j'en suis sûre, a été réglée de telle sorte qu'elle ne doit éclater qu'à 1 heure où celui qui l'a fabriquée est bien sûr que je serai chez moi, c'est-à-dire pendant la nuit. C'est la logique et l'évidence même, affirmait Bellegarde. Marie-Jeanne reprenait. Monsieur Chantecoq, pardonnez-moi, à moi et à mon mari. Je vous assure que Pierre fait pourtant bien attention et moi aussi. On fait tout ce qu'on peut, je vous le jure. Mais qu'est-ce que vous voulez, poursuivait le cordon bleu. On ne peut pas penser à tout. Ces bonhommes, là, étaient si naturels. Je suis certaine que vous-même, qui êtes le plus malin de tous les malins, vous les auriez pris, comme mon mari et moi, pour des ouvriers du gaz. Vous dites qu'ils étaient 2 interrogeait le détective. Oui, monsieur, un noir en salopette bleue avec une petite moustache et... Tiens, fit Jacques. Marie-Jeanne continuait. Et un bossu. Un bossu, répéta le journaliste, qui portait son sac à outils sur son dos. Chantecoq n'écoutait plus la commère. D'un regard, il interrogeait Bellegarde qui lui répondait aussitôt. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ces 2 hommes qui ont apporté ici ce compteur sont bien ceux qui ont voulu m'assassiner. Colette reparaissait avec la boîte que son père l'avait envoyée chercher. Elle contenait plusieurs outils, à l'aide desquels, rapidement, le détective démonta le compteur,
tout en ayant soin de laisser la canalisation branchée sur le tuyau d'arrivée. « Je m'arrangerai avec la compagnie, fit-il, car il ne faut pas que cette bonne Marie-Jeanne manque de gaz. » Après avoir placé le compteur sur son épaule, il quitta la cave, suivi par Colette, Jacques et Marie-Jeanne, qui avaient eu soin de reprendre la boîte à outils. Il gagna aussitôt son laboratoire, déposa le compteur sur une table et avec une dextérité remarquable, il dévissa les écrous qui maintenaient la paroi intérieure. « Vous voyez que j'avais raison, fit-il en désignant à sa fille et aux journalistes l'intérieur du compteur, où Leuschner avait déposé la bombe et la pendulette. » Et tout en désignant l'aiguille d'arrêt, il ajouta : « Je ne me suis pas trompé. Belphégor avait bien décidé de nous faire sauter à 22 heures. » Colette, en un geste instinctif, saisit la main de Jacques. Son père reprenait, en souriant. Très ingénieux, ce petit appareil. Et avec un calme étonnant, en même temps qu'une adresse merveilleuse, il commença à enlever, à l'aide d'une pince, les fils qui reliaient la pendulette à la bombe. Tandis qu'il achevait son délicat travail, Colette reprenait. « Nous l'avons échappé belle !» Jacques s'écriait. « Tout est bien qui finit bien, et nous n'avons plus qu'à attendre la visite du baron Papillon. »« Oh, le baron Papillon ?» lança Chantecoq. « J'ai l'idée que nous ne le verrons pas ce soir. »« Pourquoi ?» firent simultanément les deux jeunes gens. Chantecoq ne répondit pas à leurs questions. Et comme s'il poursuivait uniquement sa pensée, il martela. « Mais demain, il faudra bien qu'il me livre son secret. »